Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les différentes démarches que vous avez à faire une fois que vous arrivez au Canada. Et je commencerai ces démarches à partir de votre arrivée à l'immigration canadienne, puisqu'il y a plusieurs choses à savoir et puisque c'est là en fait où commence toute votre aventure. Donc si ça se passe pas bien dès le début, vous n'allez pas avoir une bonne suite. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur la chaîne, je m'appelle Laetitia, j'ai 23 ans, bientôt 24 d'ailleurs. Je suis actuellement en PVT au Canada depuis novembre 2021 et je suis coach pour aider les jeunes actifs à oser vivre une expérience à l'étranger grâce au PVT. Donc j'aide les jeunes comme toi à vouloir oser vivre une expérience à l'étranger en PVT. Peu importe le pays, peu importe la destination. D'ailleurs, à ce sujet, je reçois vraiment de plus en plus de questions concernant, par exemple, comment est-ce que vous devez faire votre CV pour tel ou tel pays. Des questions plus approfondies sur le processus du tirage au sort du Canada ou le processus en lui-même pour votre demande au Canada. Du coup, je me suis demandé si ça vous intéresserait que j'ouvre des sessions de conseils personnalisés sur un thème spécifique. Par exemple, comment faire votre CV adapté pour la Nouvelle-Zélande. Comment se passe vraiment plus en détail si vous avez des questions par exemple sur le process du PVT Argentine ou du process du PVT Australie. Je me suis du coup demandé si ça vous intéresserait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous ai mis un lien vers un petit questionnaire. Il est pas très long, il y a 4-5 questions juste pour en savoir davantage si ça vous intéresserait ou pas, les thèmes qui vous intéresseraient. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et aller dans la description et cliquer sur le lien. Et puis sinon, on va commencer tout de suite. Première partie, votre arrivée à l'immigration. Ça y est, vous avez décollé, vous êtes arrivé au Canada, peu importe que ce soit à Montréal, en Ontario, donc à Toronto, peu importe où c'est, vous allez devoir passer l'immigration. Quand vous arrivez à l'immigration, tout d'abord, vous allez avoir plusieurs étapes. Ce que je vous recommande de préparer en premier, c'est votre code ArriveCAN. Donc quand vous allez devoir partir pour aller au Canada et avant d'embarquer, vous allez devoir remplir diverses informations sur une application ArriveCAN, donc qui est un peu un formulaire pour le Canada pour savoir qu'est-ce que vous venez faire au Canada, différentes informations à remplir. Donc vous allez préparer ce code. Vous allez arriver aux bornes automatiques qui vont vous permettre de remplir une déclaration de douane. Vous allez scanner votre passeport et vous allez prendre une photo et à la suite de ces informations que vous aurez rentrées, vous allez avoir un petit ticket qu'il faudra bien garder. Si vous avez besoin d'aide, ne vous inquiétez pas, vous avez un agent douanier qui est là pour vous aider. Ce petit papier vous indique où vous devez vous rendre par la suite. Donc si vous venez dans le cadre d'un PVT, je pense que c'est pareil quand vous venez pour un jeune professionnel ou pour un stage coop ou pour un VIE, vous allez devoir vous rendre dans le bureau d'immigration où là, un autre agent va vous donner un autre papier et ce papier, c'est votre ordre de passage pour ensuite rencontrer l'agent douanier d'immigration pour éditer votre PVT. Là, vous avez plusieurs cas de figure, soit vous êtes sorti de l'avion hyper rapidement comme moi et vous allez attendre à peine 20 minutes avant que votre tour soit arrivé, soit vous allez attendre comme Axel pendant 1h30. Ça dépend, ça varie malheureusement, mais voilà, là à cette étape il va falloir prendre son mal en patience, c'est la dernière ligne droite avant d'obtenir votre précieux sésame. Précieux sésame, purée j'ai bugué. Pendant votre attente, préparez bien vos différents documents qui sont votre lettre d'introduction, votre preuve de fonds, votre attestation d'assurance, votre passeport. Concernant la preuve de fonds, ça peut être une capture d'écran par exemple de votre compte bancaire, mais il faut que voilà, ça date de moins d'une semaine pour prouver que c'est récent les fonds que vous avez. Votre tour est arrivé et là l'agent va vous demander pourquoi vous êtes au Canada. Donc vous dites que vous avez un permis de travail, donc le PVT qui vous attend serait pour l'activer. Et mon conseil est que vous demandiez à l'agent de quoi est-ce qu'il a besoin. Donc il va avoir besoin de votre lettre d'introduction, mais peut-être qu'il aura besoin que de ça. Je vous conseille de lui demander ce qu'il a besoin parce que en CTG avec Axel, plus vous donnez d'informations, plus il y a des moyens à ce qu'il puisse, je sais pas, vous piéger, vous mettre mal à l'aise et vous poser peut-être des questions indélicates. Du coup, le mieux c'est de demander directement de quoi est-ce qu'il a besoin. Pour ma part, quand je suis venue au Canada, donc j'étais avec la période promesse d'embauche, du coup, comme j'avais dit que j'avais un contrat qui m'attendait, etc., il m'a demandé ma promesse d'embauche. Et à Axel, il lui avait aussi demandé sa promesse d'embauche, mais il me semble qu'il lui avait demandé aussi son assurance. Je suis pas sûre, mais
Voilà. Le mieux c'est que vous lui demandez directement de quoi est-ce que vous avez besoin pour éditer mon PVT et puis voilà, au moins vous êtes tranquille. Il peut arriver qu'il vous pose des questions sur comment est-ce que vous envisagez votre PVT, est-ce que vous allez travailler directement, où est-ce que vous comptez aller, voilà, des petites questions un petit peu pour en savoir plus sur votre voyage, pour voir un petit peu quelles sont vos intentions, même si voilà, vous venez avec un PVT. Donc une fois qu'il a pris vos documents, il va vous demander d'aller vous rasseoir et il vous rappellera dans les 5 minutes qui suivent, ce qui est généralement le cas. Et donc là, quand il vous rappelle, il va vous délivrer votre précieux sédam qui est votre permis de travail. Alors attention, quand il vous délivre votre permis de travail, ne prenez pas le papier et vous partez directement récupérer votre bagage. S'il vous plaît, ne faites pas ça, parce qu'il arrive très souvent que les agents douaniers se trompent sur quelques informations. Je vais vous énoncer les différentes informations que vous devez vérifier une fois que vous avez votre permis de travail. Et il faut mieux prendre le temps de vérifier ces informations avant de partir, plutôt que de partir de vérifier chez vous et qu'ensuite, s'il y a une erreur, c'est un peu plus compliqué pour les faire rectifier, ça prend un peu plus de temps et ça engendre du stress. Donc ça peut être du stress qui peut être évité pour rien. Il faut vérifier qu'il y a une bonne orthographe de vos noms et prénoms, c'est très important puisque ça doit correspondre à ce qui est écrit sur votre passeport. Il faut vérifier aussi la durée du permis de travail puisque c'est l'erreur qui revient le plus souvent. Il arrive fréquemment malheureusement que les agents douaniers délivrent un permis de travail d'une durée de 12 mois. Or, en tant que Français, de nationalité française, nous avons droit à 24 mois. Donc pensez à bien vérifier cette information. Et d'ailleurs, j'avais vu que le site PVTiste conseillait d'imprimer la page du site internet de l'IRCC qui disait qu'on avait bien le droit à 24 mois de travail. Donc je vous conseille également, avant d'arriver au Canada, d'imprimer cette page web au cas où s'ils ont des doutes. Au moins, vous leur prouvez noir sur blanc que c'est bien l'immigration qui a écrit ça et que c'est pas vous qui inventez les choses. Et vous devez également regarder les éventuelles restrictions. Donc en fait, vous descendez votre permis de travail et à la fin vous avez des restrictions. Il y a une mention qui peut préciser que vous n'êtes pas autorisé à suivre des cours dans le cadre d'un cursus scolaire de plus de 6 mois. C'est tout à fait normal. Les cours temporaire ou du soir, de langue ou de cuisine par exemple, ils ne sont bien sûr pas concernés par cette interdiction. Ce n'est pas un permis d'études en fait, le PVT. Donc du coup, normalement vous n'êtes pas supposé suivre des études. Ce n'est pas le permis approprié, donc c'est pour ça qu'il y a cette mention. Vous allez aussi avoir la mention « Ceci n'autorise pas la rentrée » et ça signifie que votre PVT seul ne vous permettra pas d'entrer à nouveau au Canada puisque vous devrez toujours présenter avec vous votre passeport. Vous êtes bien autorisé bien sûr à sortir, à rentrer comme bon vous le semble au Canada, mais sachez que seul votre permis de travail ne suffira pas ou seul votre passeport ne suffira pas pour pouvoir rentrer au Canada librement. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations, vous pouvez vous diriger vers la sortie, récupérer vos bagages. Soit ils seront sur le tapis comme moi, soit ils auront été mis sur le côté par les agents. C'est tout à fait normal, c'est pas grave. Normalement, il n'y a aucun risque, ça se passe très très bien. Et puis, vous allez passer plusieurs personnes encore pour sortir de l'immigration. Normalement, vous aurez eu un petit patch de couleur, une petite gommette derrière votre passeport. Moi, je me rappelle qu'il n'y avait rien écrit derrière, mais Axel, lui, l'avait un T, je crois, et en fait ça signifiait que son passeport, donc lui, avait été désigné pour effectuer le test aléatoire Covid à l'arrivée, donc faire un test PCR. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est encore le cas, mais il se peut que par la suite ce ne soit plus le cas, donc à vérifier avec les restrictions en vigueur au moment où vous voudrez partir au Canada, comment ça se passe. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, les tests aléatoires à l'arrivée se font toujours, mais que vous n'êtes plus obligé maintenant de vous isoler à l'arrivée. Si vous avez dû subir ce test, vous pouvez aller dans votre logement où est-ce que vous avez été prévu. Mais par contre, si vous êtes testé positif, vous devrez ensuite vous mettre en quarantaine. Là, vous sortez de l'aéroport et vous vous dites: oh là là, ça y est, je suis au Canada, ça y est, c'est bon, je suis d'arrivée, à moi la belle vie, à moi le PVT au Canada, à moi mes 2 ans de folie. Deuxième étape que vous avez à faire une fois que vous êtes arrivé au Canada, c'est de demander votre NAS ou votre SIN en anglais, c'est votre numéro d'assurance sociale, donc votre Social Insurance Number. Qu'est-ce que c'est? C'est un numéro d'identification unique et personnel de tous ceux qui résident temporairement au Canada ou de façon permanente et il est composé de 9 chiffres. Donc en tant que PVTiste, il commencera par le chiffre numéro 9. C'est un numéro que vous devez garder strictement personnel et que vous devez communiquer à personne.
hormis à certains organismes, mais sinon vous ne devez jamais le communiquer, vraiment. C'est une démarche gratuite, simple et indispensable pour pouvoir travailler au Canada. Ça permet aussi de bénéficier de certains services gouvernementaux. Malheureusement, il est impossible de faire sa demande de NAS depuis la France puisque vous devez avoir votre permis de travail lors de votre demande. C'est un des documents requis et qui est demandé. Et comme vous l'obtenez à la douane, du coup vous pouvez pas faire votre demande depuis la France, mais clairement ça prend 5 minutes une fois que vous êtes sur place. Clairement c'est pas très long. Comment est-ce que vous devez faire? Vous devez vous rendre dans un des centres de services du Canada. Vous avez la liste qui se retrouve sur le site internet, vous recherchez celui qui est le plus proche de chez vous et vous vous y rendez. Il arrive parfois que vous devez vous y rendre très tôt, ça dépend de votre localisation. J'avais vu que si vous êtes à Toronto, parfois c'est blindé de monde. Pour ma part à Montréal, il y en a plusieurs et je vous avoue que j'ai pas eu trop de monde. J'avais attendu je crois une bonne vingtaine de minutes, mais clairement ça se fait rapidement. Une fois que vous entrez dans le bureau, ça dure 5 minutes, donc clairement c'est pas très long en règle générale. Je vous conseille en tout cas d'aller récupérer votre NAS une fois que vous êtes arrivé au Canada, donc soit le jour J de votre arrivée si vous êtes encore en forme, sinon le lendemain vous n'êtes pas non plus hyper pressé, mais je vous conseille d'aller le chercher avant de partir dans la Pampa, avant d'aller dans des petits trous paumés comme nous, où est-ce qu'on est actuellement. Mais au moins vous ne serez pas embêté parce que sinon vous pouvez faire la demande en ligne, mais ça prend beaucoup plus de temps à le récupérer. Une fois que vous êtes arrivé au Canada, bien sûr, hein, j'entends bien, vous pouvez faire votre demande en ligne une fois que vous êtes au Canada, mais ça prend beaucoup plus de temps à le récupérer et clairement je trouve ça dommage de le faire à distance, sachant qu'une fois que vous êtes arrivé à Montréal ou à Toronto, peu importe, vous pouvez le faire sur place le lendemain, ça prend pas beaucoup de temps. Donc. Les documents à ramener pour obtenir votre NAS, c'est votre passeport, votre permis de travail, et puis c'est tout. Le permis de travail, j'entends bien celui qui a été délivré à la douane, celui que vous avez obtenu, le précieux sésame que vous avez dû vérifier plusieurs fois avant de partir. Ils vont vous demander d'inscrire une adresse. Si vous n'avez pas d'adresse fixe, vous n'avez pas encore de logement, c'est pas grave, vous pouvez mettre l'adresse de votre auberge jeunesse, l'adresse de votre Airbnb, c'est juste une adresse. Comme je vous ai dit précédemment, il y a quelques précautions à prendre avec ce NAS ou ce SIN, puisque vous devez le communiquer à très peu d'organismes et très peu de monde. C'est vraiment un numéro personnel d'identification, il peut y avoir des usurpations d'identité à cause de ça. Donc vous devez communiquer ce numéro à uniquement certaines personnes et certains organismes que je vais vous citer. Une fois que vous avez été embauché, vous devez le communiquer à votre employeur au moment de remplir votre déclaration de revenus, à l'ouverture d'un compte et pour accéder à des programmes ou des services gouvernementaux. C'est tout, vous devez le communiquer sinon à personne d'autre. J'avais vu aussi que Hydro-Québec pouvait vous le demander. Apparemment c'est normal, mais voilà, faites attention au démarchage téléphonique. Il faut pas leur communiquer. Dans le doute, je vous conseille de consulter le site que je vais vous mettre en lien de description. Comme ça, vous pouvez vérifier tous les sites auxquels vous pouvez communiquer ou pas. Et puis si vous avez un doute, vous allez sur ce site, vous regardez et comme ça vous êtes fixé. Troisième chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Vous en avez plusieurs. Vous avez la National Bank of Canada, donc la BNC. Vous avez aussi Desjardins qui est la plus populaire au Québec mais aussi en Ontario. Vous avez la Royal Bank of Canada. Vous en avez plusieurs, mais voilà, les trois que je vous ai cités sont les plus communes. Pour notre part, on a opté pour la BNC, donc la Banque nationale du Canada, qui en fait est présente dans tout le Canada. Et comme on savait qu'on allait bouger hors du Québec, on s'était dit autant avoir une banque qui est dans plusieurs provinces du Canada. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre banque pour voir si elle n'a pas des accords avec une entreprise, avec une banque qui est directement sur place. Vous pouvez peut-être bénéficier davantage. Demandez au cas où, on ne sait jamais. Il est possible d'ouvrir votre compte bancaire soit en ligne avant d'arriver au Canada, soit en personne. Pour notre part, avec la BNC, on avait dû faire une pré-demande en ligne, donc on pouvait la faire une fois qu'on était en France, mais ensuite on devait prendre rendez-vous avec un conseiller pour ouvrir notre compte bancaire sur place. Et vous allez avoir normalement une carte de débit. Et on a pu avoir aussi la possibilité d'avoir une carte de crédit. Je vais vous expliquer après la différence. Elle est simple à comprendre une fois que vous avez assimilé le truc. Mais on a bénéficié de l'offre qui est disponible sur pvtiste.net qui offre jusqu'à 3 ans sans frais dans cette banque. Donc c'est plutôt avantageux et c'est très bien. Vu que voilà, normalement on y reste 2 ans, au moins on n'a pas à payer de frais bancaires et ça c'est cool. Les documents nécessaires du coup pour ouvrir votre compte bancaire, c'est votre permis de travail, votre passeport et donc du coup votre numéro NAS ou SIN. Comprendre le fonctionnement carte de débit, carte de crédit. Alors c'est pas vraiment le même fonctionnement qu'en France, mais
Vous inquiétez pas, c'est simple. En fait, la carte de débit, c'est la carte qui est associée à votre compte chèque. Donc c'est là où par exemple vous percevez votre salaire, c'est là où vraiment vous avez tous les rentrées d'argent qui viennent dessus. Vous pouvez payer dans les restaurants, dans les supermarchés, vous pouvez payer un peu n'importe où, hormis sur internet. Et c'est là où vient la différence avec la carte de crédit, puisque la carte de crédit, vous avez en fait comme une carte bancaire française, vous avez le code à 3 chiffres derrière votre carte, et donc c'est ce code qui vous permet de payer en ligne. La carte de crédit canadienne, elle sert à ça, elle vous permet d'effectuer des achats en ligne. Mais la subtilité qu'il y a avec une carte de crédit française, c'est qu'elle n'est pas rattachée directement à votre compte chèque, donc comme peut être rattachée votre carte de débit. Vous devez en fait, c'est un autre compte, vous devez l'alimenter en fait via des virements. Je sais pas si vous avez compris, n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas très clair, mais voilà, moi c'est comme ça, j'ai compris la différence et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais sachez que voilà, c'est pas compliqué, vous allez vite comprendre le truc une fois que vous allez avoir les vôtres. Comment ça se passe au niveau du téléphone? Pour notre part, on n'a pas pris de forfait téléphonique canadien ou québécois parce que ça coûte horriblement cher. Vraiment, vous avez un forfait qui coûte une blinde pour peu de data. Du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on a comme option? On a vu beaucoup de personnes qui nous recommandaient en fait de garder un forfait téléphonique français. Ce qu'on a fait, on a gardé donc notre forfait téléphonique d'une grande enseigne française, un forfait qui coûte pas très cher, où on peut avoir du coup 25 gigas de data au Canada et pas que, donc on peut l'avoir aussi dans d'autres pays. C'est un forfait vraiment qui est super bien. Pour le moment, on n'a eu aucun problème, donc voilà, ça marche vraiment très bien. Et pour avoir quand même un numéro de téléphone canadien, puisque c'est quand même pratique pour par exemple contacter notre banque ou pour avoir en fait des contacts avec les entreprises au Canada, on a téléchargé et payé une application qui s'appelle Fongo. Donc elle coûte 5 € uniquement lorsque vous téléchargez l'application, donc uniquement pour pouvoir la télécharger. C'est un paiement une seule fois que vous payez une seule fois. Et puis en fait, donc avec cette application, on a pu bénéficier d'un numéro de téléphone canadien, donc c'est vraiment super cool. Elle nous coûte rien du coup, hormis les 5 € qu'on a payé pour la première fois. Vous pouvez payer un petit forfait mensuel si vous voulez aussi pouvoir envoyer des SMS, puisque sans ça, sinon vous pouvez juste appeler et recevoir des appels. Vous pouvez recevoir des SMS, mais vous pouvez pas répondre en SMS. Donc si vous voulez répondre aux SMS, vous devez payer un petit forfait. Mais sinon, franchement, ça marche très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir une connexion internet pour pouvoir utiliser cette application. Mais sinon, clairement, c'est très bien. Si vous voulez avoir un forfait téléphonique canadien, vous pouvez, c'est tout à fait possible. Mais sachez qu'il va falloir banquer. L'une des autres choses que vous devez faire ou pas, c'est vous qui voyez, c'est vous inscrire au consulat de France. Pour notre part, on l'a pas fait, mais c'est très recommandé. Ça permet en fait de vous enregistrer en fait en tant que Français à l'étranger et ça peut vous permettre d'être aidé, par exemple si vous perdez un de vos papiers d'identité ou d'être tenu au courant des mesures en place dans le pays dans lequel vous vous situez au cas où c'est un problème et pour être rapatrié. C'est aussi le seul moyen de pouvoir voter en personne. Ça a été le cas actuellement. Si vous souhaitez voter au présidentiel ou à diverses élections, c'est le seul moyen que vous avez à faire, enfin que vous pouvez faire si vous n'avez pas fait de procuration à quelqu'un qui se trouve en France. Comment est-ce que vous vous inscrivez? Vous devez vous rendre sur le site servicepublic.fr et vous enregistrer sur ce site-là, le site du gouvernement. Pour vous inscrire, vous devez scanner donc soit votre carte d'identité ou votre passeport, votre justificatif de résidence dans la circonscription qui est autour du consulat. Vous devez aussi avoir votre photo d'identité et aussi, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous devez avoir une preuve que vous avez bien fait votre journée d'appel et de citoyenneté de défense, donc ouais, la journée d'appel. Une autre démarche que vous pouvez faire aussi une fois que vous êtes arrivé au Canada, ça dépend de la province dans laquelle vous vous situez, c'est demander votre permis de conduire de la province dans laquelle vous êtes. Par exemple, pour nous, Axel a lui fait sa demande du permis de conduire québécois pour pouvoir avoir une assurance de voiture moins chère, puisque en tant qu'étranger, vous payez une assurance voiture beaucoup plus élevée que si vous avez un permis de conduire québécois. Pour le Québec, par exemple, vous pouvez conduire avec votre permis de conduire français pendant 6 mois sur le territoire et vous pouvez ajouter 6 mois supplémentaires si vous avez votre permis de conduire international. Donc en tout, vous pouvez conduire 12 mois dans la province sans faire une demande de permis de conduire québécois. Pour les autres provinces, je sais que ça varie. Je vous avoue que je ne connais pas toutes les réglementations. Je vous conseille de vous renseigner, mais sachez que ça varie en fonction des provinces et que si, comme Axel, vous voulez faire votre demande de permis de conduire, que ce soit québécois ou pour
une autre province, je vous conseille de vous renseigner, ça peut avoir des avantages notamment pour le coût de votre assurance voiture. Petite conclusion, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que je sais que j'ai beaucoup parlé, mais il y a diverses choses à faire une fois que vous êtes arrivé au Canada. Au final, si on fait le récapitulatif, il n'y a pas grand chose, c'est juste des choses très importantes que vous devez faire quand même une fois que vous êtes arrivé pour pouvoir être tranquille. Pour récapituler, une fois que vous arrivez à l'immigration, c'est de récupérer votre permis de travail. Ensuite, une fois que vous êtes sorti, c'est d'aller récupérer votre NAS, votre SIN, puis d'ouvrir un compte bancaire, éventuellement ouvrir un abonnement téléphonique, vous enregistrer au consulat de France sur internet et éventuellement de faire la demande de votre permis de conduire de la province dans laquelle vous vous situez. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup à continuer toutes ces petites vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si ça vous a plu ou si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne et également à venir me rejoindre sur Instagram. Et n'oubliez pas aussi d'aller répondre au petit questionnaire si vous êtes intéressé pour que j'ouvre des sessions de coaching individuel et personnalisé sur le thème de votre choix pour approfondir davantage un thème comme comment faire votre CV ou votre lettre de motivation, comment rechercher une entreprise dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel secteur, par exemple rechercher une entreprise en Nouvelle-Zélande, rechercher une entreprise au Canada et puis spécifiquement en Ontario. Je suis ouverte vraiment à toute suggestion. Puis voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a beaucoup de succès pour ces sessions de coaching. Je pense que je vais vous laisser là. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. Tchuss!